présence et merci aux organisateurs pour déjà pour l'événement dans sa globalité et de m'avoir permis d'aborder, parce qu'il me permet aussi d'aborder le sujet qui revêt une importance capitale, celui des relations de travail. C'est vrai que le droit de travail au Maroc c'est un océan de droits, d'obligations, de conditions. Nous allons essayer d'aborder les points les plus importants dans une relation de travail, employeur-employé ou bien employeur-salarié. Et puis, certains aspects, en vous laissant l'opportunité, on va garder une petite partie afin d'interagir et voir quelles sont les questions dans la pratique qui peuvent être soulevées à travers des questions ou bien des expériences à partager. Alors, déjà, comme prévu, donc l'introduction consistera en quelques points importants qui déterminent une relation de travail de quoi on parle. C'est un échange d'obligations et de droits, réciproquement bien sûr, tout en focalisant l'attention sur l'officine et le droit particulier qui régit la profession de pharmacien, la loi 1704 pour mon code du médicament. Alors, bien sûr, nous avons tous des expériences, nous savons en quoi cela consiste, tout dépend. Il y a des salariés, il y a des chefs d'entreprise, il y a des pharmaciens. Chacun de par sa position, chacun de par la nature des prestations qu'il fournit, essaie peut-être d'avoir le maximum d'informations, le maximum de réflexes à adopter dans une relation de travail. Donc, l'introduction, alors pour l'introduction, on va aborder la nature de la relation contractuelle des parties au contrat. Lorsqu'on parle de contrat de travail, déjà, le principe a déjà été abordé dans le droit des obligations et contrats, c'est-à-dire le droit commun, le droit général. C'est un droit un code qui date de 1913, on va l'aborder tout à l'heure. Mais pour fixer ce que ça veut dire, ou bien déterminer ce que ça veut dire, la nature de la relation contractuelle, ce sont des droits et des obligations réciproques. Les droits de l'un sont l'obligation de l'autre, et ainsi de suite. Alors, la nature de la relation, c'est ce qu'on appelle le louage de service, c'est-à-dire une prestation en contrepartie d'un salaire payé après un certain nombre de temps de travail. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont payés à la semaine, d'autres à la quinzaine, voire même mensuelle. Alors, cette nature de relation, bien sûr, elle diffère des relations classiques, les relations de bail, les relations commerciales, les activités commerciales, parce que c'est une relation très particulière. C'est pour ça que le Code du travail est régi par un droit particulier. C'est le Code du travail 65-99, donc c'est la nouvelle loi qui est venue changer les anciennes lois qui ont existé. Pourquoi? Parce que la relation de travail, on l'intègre dans ce qu'on appelle le droit social. Donc il y a un aspect social dans la relation. Il y a bien entendu des salaires qu'il faut préserver parce qu'on sait que les salaires font vivre des gens. Donc le législateur a pris l'importance de la chose afin que les relations soient au maximum encadrées. Parce que on va l'aborder plus tard, dans les relations de travail, on ne peut pas tout cerner. C'est impossible parce qu'il y a des faits, il y a des choses qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Et on peut peut-être ne pas trouver la situation dans les textes de loi. Donc, d'où l'interprétation. Nous allons parler aussi en quoi relève l'intervention du juge dans l'interprétation de la loi. On va l'aborder, par exemple, pour les questions, pour ce qui est de la faute grave. Donc, ce qui justifie un licenciement. La loi a prévu une série de faits qui constituent une faute grave. Donc, qui justifient un licenciement sans indemnité. Mais ces faits sont indiqués dans la loi, mais à titre indicatif et non pas limitatif. Ça veut dire que la faute grave peut revêtir plusieurs formes, plusieurs interprétations. Donc ça, c'est la nature de la relation. Donc c'est un échange d'obligations et bien sûr très particulier parce qu'il a une connotation sociale. Donc lorsqu'on parle aussi de réciprocité de droits et d'obligations, c'est tout à fait normal. Lorsque une relation de travail s'établit, il y a des relations juridiques et des effets juridiques dont découle cette relation, c'est-à-dire, par exemple, pour l'employeur, l'obligation de verser leur salaire à un certain délai déterminé, pour le salarié, fournir la prestation selon les conditions qui seront préalablement établies lors de la conclusion du contrat. On va parler du contrat et les conditions du contrat plus tard.
Donc cette réciprocité de droits et d'obligations, c'est tout à fait logique. Donc le chef d'entreprise, le pharmacien en l'occurrence, parce qu'on est aussi, pour parler aussi du pharmacien et son rôle au sein de l'officine, il peut prétendre à une prestation déterminée de la part de son salarié, et ce sont ces prestations qui sont fixées sur le contrat afin d'exiger une certaine prestation précise, voire même parfois qui peut sortir du cadre bien en restant dans le champ. Je vais essayer d'expliquer ça plus tard de façon plus claire. Donc, il peut prétendre. Donc, ce sont les droits de l'employeur. Donc, il a le droit d'exiger une certaine prestation selon les conditions qu'il jugera utiles dans l'intérêt de son activité. Idem pour le salarié, il est en droit d'exiger un certain nombre de droits à part le salaire, c'est-à-dire les congés, c'est-à-dire ce qui est attribué par la loi, le nombre d'heures à travailler, et puis, voire même, s'il le faut, les avantages qui sont annexes, on va dire avantages entre guillemets, parce que aujourd'hui les choses sont régies par la loi, notamment ce qui concerne les assurances. Donc on va parler aussi du régime de l'assurance, la couverture, accident de travail, accident de trajet, et bien entendu les obligations qui pèsent sur l'employeur, notamment les déclarations auprès de la CNSS. Donc on va essayer de survoler ça rapidement parce que je pense que les cas qui vont venir plus tard, ou bien les conditions que l'on va traiter tout à l'heure, sont d'une importance capitale, mais on va essayer de survoler rapidement l'évolution de la législation du travail. Vous savez, avant l'adoption de la nouvelle loi en 2002, même si c'est la loi 65/99, le problème au Maroc, c'était que le droit de travail était régi par plusieurs textes disparates. Il y avait un texte de 48, il y avait un texte des années 60, il y avait un texte de 76, un autre de 72. Voilà, donc on cherchait dans chaque texte pour répondre à un besoin déterminé. Pour ce qui est de l'indemnité, on appliquait un texte spécial. Pour l'autre indemnité, un texte spécial. L'ancienneté, il était calculé sur un autre texte, etc. Donc, aujourd'hui, le législateur, il est intervenu pour réunir tout ça dans un seul code, le code du travail, avec plusieurs dispositions, plusieurs aspects, définir ce que c'est que la relation de travail, est-ce que le contrat de travail est indispensable pour établir la relation, quels sont les avantages, la période pour la maternité pour la femme salariée. Donc tous ces éléments ont été réunis dans la loi actuelle qui est la loi 65/99 qui a été d'un apport considérable. L'apport le plus important dans cette loi, j'insiste, et c'est pour ça qu'on a essayé d'aborder ça rapidement, c'est que avant, le problème qui se posait dans les anciens textes, c'était que les indemnités de licenciement étaient calculées de façon aléatoire par le juge, de façon discrétionnaire. Il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de calcul à faire. Aujourd'hui, ça a changé. Ça a posé beaucoup de problèmes pour un certain nombre d'entreprises. Quelqu'un qui passait 15 ans, l'employeur ne savait pas si ça allait être calculé à hauteur de 800 000, 1 million, 500 000, 200 000. Donc, il était dans une attente insupportable. Surtout qu'il fut un temps où les juges, très souvent, tranchaient plus sur la base de l'humain que sur le juridique. C'est-à-dire, attention, écoutez, faut tenir compte du fait qu'il a passé 20 ans. Oui, mais quelqu'un peut passer 20 ans et commettre une faute grave, donc ça veut rien dire. Donc, ce texte de 65, la loi 65/99, elle a mis fin, je dirais, à une anarchie qui a régné pendant un certain temps. Donc, le cadre juridique. Quand on parle de cadre juridique, ça veut dire où situer la relation de travail. La relation employé-employé à la conclusion. Parce que la vie de la relation de travail, la vie entre employeur et salarié, elle passe par 3 niveaux. Le premier, c'est avant que le contrat ne prenne effet. C'est-à-dire la vie d'avant-contrat. La vie d'avant-contrat, donc il n'y a pas de relation qui unit l'employeur à l'employé, mais on commence à la préparer. Donc là, cette préparation concerne la négociation des clauses au contrat. Et ça, il faut distinguer, c'est d'une importance capitale. Il faut distinguer ce qu'on appelle les contrats d'adhésion. Les contrats d'adhésion, c'est quoi? Ce sont les contrats dont les clauses sont préalablement établies, vous n'avez pas le droit de les négocier, vous acceptez, vous signez, vous n'acceptez pas, vous ne signez pas. Les cas de contrats d'adhésion sont connus, c'est par exemple les abonnements chez les opérateurs téléphoniques, les abonnements chez la LIDEC, la Radena ici à Marrakech, etc. Donc ce sont des contrats préétablis et on n'a pas le droit de négocier les clauses. Ça, on n'est pas dans ce cas de figure. Ici, dans le contrat de travail, les conditions sont négociées. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle techniquement les contrats synalagmatiques, mais pour parler de façon plus simple, des contrats bilatéraux. C'est-à-dire, on négocie, on est d'accord, on signe, on n'est pas d'accord, on signe pas. Très souvent, ce qui est négocié, c'est le salaire, bien entendu, qui vient en premier lieu. Ensuite, un certain nombre d'avantages. Et troisièmement,
Aujourd'hui, ça commence à prendre l'effet, même si la loi ne l'a pas prévu. Cette loi 65-99, c'est vrai qu'elle est importante, mais elle a omis de cerner un élément très important, celui de la concurrence. Il y a aujourd'hui, dans des contrats de travail, des clauses de non-concurrence. On interdit aux pharmaciens, bien aux salariés des pharmaciens, ou bien aux salariés de façon générale, ou bien à un employé, de travailler chez un concurrent après la rupture du contrat. On va parler de ça, ce n'est pas une condition à exécuter de façon comme ça, ouverte de façon absolue, et elle est soumise à des conditions, nous en parlerons tout à l'heure. Donc, la nature du contrat, c'est ce qui est négocié au départ. Quel contrat signe-t-on le premier jour? Est-ce qu'on signe un contrat à durée déterminée? On sait ce que c'est. Un contrat à durée indéterminée, on sait ce que c'est. Mais il y a aussi une troisième catégorie qui est très très importante et qui n'est pas très souvent appliquée, mais pourtant, elle peut être calquée sur un certain nombre de situations. C'est le contrat pour un travail déterminé. Donc, trois catégories. Il est tout à fait possible pour un employeur, pour une période donnée, c'est-à-dire là où il y a peut-être du travail plus important par rapport à d'habitude, il y a peut-être des circonstances, il y a peut-être un moment où il faut gérer une situation un peu exceptionnelle, on peut engager quelqu'un pour un travail déterminé. Bien entendu, ça, on va prendre le cas classique des chantiers de construction où on a besoin de personnes pour entamer. Donc, on disait, pour le contrat pour un travail déterminé. Le contrat pour un travail déterminé consiste en la chose suivante. S'il y a un besoin exceptionnel, on peut engager quelqu'un pour effectuer une tâche pour une certaine période. Pour une certaine période. Alors, j'ai donné le cas des bâtiments, ça peut s'opérer de plusieurs manières. Aussi, même le pharmacien peut avoir besoin de quelqu'un, d'un employé, pour une durée déterminée. Le plus important dans cette histoire, ce n'est pas la qualification qu'on donne au travail lui-même, mais la qualification qu'on donne au contrat. Donc, il faut mettre sur le titre contrat pour mission déterminée, ou pour travail déterminé, ou pour, je ne sais pas moi, mission, travail, fonction, ou bien on précise l'objectif de façon claire sur le contrat afin de permettre au juge, en cas de problème, de savoir dans quelle catégorie il va interpréter, il va appliquer quel texte par rapport à quelle situation. Donc cette troisième catégorie, elle est d'une importance capitale, mais à la condition de l'insérer de façon claire dans le contrat. Alors, les clauses obligatoires, bien entendu, ça doit figurer obligatoirement dans le contrat, sinon ça n'a aucun sens. C'est la fonction. Alors, cette fonction pose parfois des problèmes dans sa définition. Il y a des gens qui ont travaillé pendant un certain temps, des années, 15 ans, 20 ans, et la fonction a évolué entre-temps. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont commencés par, je sais pas moi, par exemple, le chef de département, puis quelques années plus tard, c'est le directeur du pôle de je ne sais pas quelle région, bien directeur régional. Attention, rien n'empêche de garder le contrat avec la fonction initiale. Ce qui prime dans l'interprétation, c'est la dernière fonction, chose qu'on peut prouver par n'importe quel moyen. Donc cette histoire de fonction, elle est importante. D'abord pour l'interprétation en cas d'évolution. Deux, et ça aussi c'est très 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 important, parce qu'il y a des cas, les juges aujourd'hui sont soumis à des obligations parfois compliquées. Lorsqu'ils essaient d'interpréter l'attitude d'un employeur parfois, qui veut se débarrasser d'un salarié, il lui attribue des fonctions qui sortent de son champ de compétences. D'où l'intérêt et l'importance que la fonction soit précise. Donc, quelqu'un qui a été engagé pour effectuer, par exemple, une mission d'ordre purement commercial, on ne peut pas, après un certain nombre d'années, l'affecter pour effectuer un travail, je ne sais pas, d'ordre juridique ou bien d'ordre fiscal. Donc, le juge précise la chose suivante dans un certain nombre de décisions. Il va vous dire, oui, vous avez le droit de muter, de changer d'activité ou bien de fixer une autre fonction à votre salarié, mais à la condition que cela reste dans son champ de compétences. On n'a pas le droit de chercher ou bien de lui imposer une activité autre que celle qui rentre dans son champ de compétences. Donc la fonction, il faut la préciser afin de donner la possibilité de bien interpréter les choses plus tard. Le salaire, donc le même principe, le salaire, il faut le fixer de façon claire, et le salaire, il est évolutif. Donc, en cas de rupture de contrat, si on est dans l'obligation d'aller calculer les indemnités, on ne va pas s'en tenir au salaire initial sur le contrat, en cas d'évolution. C'est-à-dire, si la personne a conclu un salaire en 2000, dans les années 2000, à 10 000 dirhams, et puis en 2022, il touche 25 000 dirhams, ce sont les 25 000 dirhams qui seront pris en considération en dépit du salaire fixé sur le contrat.
Donc on ne veut pas, à chaque augmentation, signer un nouveau contrat. Donc le salaire, il peut servir de base pour voir l'évolution, comment elle s'est opérée. Donc la durée, elle est aussi importante parce que si on engage quelqu'un pour une durée, bien sûr, indéterminée, ça va de soi, mais la durée peut être précédée par une période d'essai. Attention, vous êtes engagé pour une mission, pour la fonction de X, pour une durée indéterminée, précédée d'une période d'essai de 3 mois. La période d'essai, on ne peut pas prévoir plus de 3 mois renouvelables une seule fois. Donc c'est 6 mois maximum, pas plus. Donc, autrement, le contrat s'ouvre pour une période indéterminée. Alors pour les clauses, les clauses particulières, alors c'est de ça qu'on parle et qu'on prenne en considération l'élément très important. Il n'y a pas de contrat type, il n'y a pas de modèle type qu'il faut respecter. Tous les contrats sont négociables. On peut négocier toute forme, toute condition, toute clause. Si on est d'accord, on met ça sur un contrat. La clause de non-concurrence dont j'ai parlé tout à l'heure, elle revêt une importance. Laquelle? C'est que, bien entendu, faut pas confondre la non-concurrence. Elle a deux aspects. La non-concurrence pendant le contrat, donc on n'a pas le droit de travailler et puis mettre ses services entre les mains d'une tierce personne, c'est tout à fait normal, voire même des clauses de non-concurrence qui sont insérées dans le contrat pour la période d'après-contrat. Donc, on retrouvera ça, je ne sais pas s'il y a des modèles par rapport à ça. Clause de non-concurrence. En cas de rupture, le salarié s'engage à ne pas mettre ses services pour l'intérêt ou bien dans l'intérêt de X employeur. Ça, il y a un gros problème par rapport à ça. Il faut faire très attention à cette clause de non-concurrence. Elle n'a d'effet que lorsque le salarié démissionne. Ce n'est pas en cas de licenciement. C'est trop facile. Je peux engager quelqu'un, lui dire, écoutez, même en cas de rupture, parce que la rupture, c'est général. On ne sait pas à l'initiative de qui et c'est opéré. Donc il y a deux manières de rompre le contrat, soit le licenciement, soit la démission. Bien sûr, le troisième cas, c'est la retraite. Mais pour la durée du contrat, pendant la validité du contrat, il y a la démission, donc ça se fait à l'initiative du salarié. Donc si c'est le salarié qui rompt le contrat, la clause de concurrence prend effet effectivement. Mais s'il a été licencié, a fortiori injustement, la clause de non-concurrence ne prend pas. Alors, il y a aussi la confidentialité. Alors, la confidentialité, ça a suscité aussi un certain nombre d'interprétations, voire même de litiges. Il y a deux sortes de confidentialité. La confidentialité par rapport à ce qu'on a accumulé pendant l'expérience. Donc, je n'ai pas le droit de fournir à un concurrent les informations auxquelles j'ai eu accès, mais les informations, elles peuvent être d'ordre comptable, mais ça, c'est pas un secret. Donc, ce sont des choses qu'on peut trouver auprès d'un certain nombre d'institutions, là où les dépôts des bilans se font. La confidentialité la plus importante ici, elle concerne, par exemple, des modes d'utilisation. Par exemple, Coca-Cola, c'est une marque qui a une recette secrète. Donc, les gens qui travaillent pour des marques qui ont des recettes secrètes, la confidentialité est applicable. Donc, on ne parle pas de confidentialité par rapport aux chiffres, par rapport au marché, par rapport à la connaissance comptable, fiscale, bien la situation financière de l'employeur. Attribution. Alors, le troisième point, moi je pense, l'attribution de la compétence juridictionnelle. La loi marocaine, elle attribue dans la possibilité pour le salarié d'assigner son employeur en cas de licenciement, soit chez le tribunal dont dépend le siège social de son employeur, soit le lieu du travail. Par exemple, il se peut qu'il y ait une direction à Casablanca, mais qu'il y a des annexes dans d'autres villes. Donc le salarié peut travailler dans une autre ville. À ce moment-là, en cas de licenciement, il a le choix. Soit assigner son employeur à Casablanca, puisque le siège social est à Casablanca, soit le tribunal là où le travail s'est effectivement effectué, c'est-à-dire Angers, Rabat, Fès, etc. Et il y a une autre importance aussi, on va y arriver, parce que cette clause d'attribution de compétences, alors quand on dit juridictionnelle, ça veut dire la juridiction. On choisit quel tribunal tranchera en cas de litige entre les parties. Donc ça sont les clauses obligatoires. Les clauses particulières, il y en a plusieurs. On peut prévoir parfois des salaires fractionnés, des salaires composés de commissions et de fixes, des salaires des intéressements. Donc il y a plusieurs formes qu'on peut insérer. Donc il n'y a pas de règle, il n'y a pas de modèle type, et on peut étendre l'interprétation à plusieurs autres aspects. Donc les effets juridiques, c'est que l'importance du contrat, c'est qu'il permet au juge, en cas de litige, de bien interpréter l'intention des parties et ça facilite la vérification des conditions pour les faire appliquer. Le problème, c'est que le contrat en matière
de relation de travail, le contrat n'est pas une obligation. La relation de travail peut être prouvée par n'importe quel moyen. Donc le contrat n'est pas une obligation. Il est fortement conseillé de l'avoir pour faciliter effectivement les effets juridiques qui sont l'interprétation du juge, mais le contrat n'est pas du tout une obligation. C'est-à-dire, en matière de travail, la preuve est libre. Témoignage, correspondance, attestation de travail, affiliation à la CNSS, tous les moyens sont bons pour prouver l'existence. Maintenant, il est fortement, bien entendu, il est fortement conseillé d'avoir un contrat de travail écrit. Bien. Alors, maintenant, pendant la durée du contrat. Donc, on a parlé de la situation d'avant la vie du contrat. Aujourd'hui, c'est la vie du contrat. Donc, quelles sont les obligations qui pèsent sur les deux parties pendant la durée du contrat? La première, c'est le lien de subordination. Donc, le lien de subordination revient à la catégorie. C'est que le salarié dépend de son employeur. Ça veut dire c'est l'employeur qui fixe les règles, c'est l'employeur qui fixe la stratégie à suivre, c'est l'employeur qui donne ses instructions, c'est l'employeur qui dirige et qui décide. Le salarié exécute la tâche pour laquelle il a été engagé. Donc le lien de subordination, il est d'une importance capitale parce que c'est ce lien de subordination qui crée la relation de travail. C'est-à-dire, devant un juge, si on ne prouve pas qu'il y a un lien de subordination, ça veut dire que la relation, elle est autre qu'une relation de travail. Ça peut être une relation d'association, ça peut être une relation d'intérêt, ça peut être une relation de commission, ça peut être une relation de gérance libre. Il y a d'autres formes de travail, mais pour dire qu'il y a une relation de travail et appliquer les conséquences qui en découlent, c'est-à-dire le Code du travail marocain, il faut que ce lien de subordination soit clairement établi. Donc le changement de fonction. Alors, pendant la durée du travail, il se peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le salarié soit amené à changer de fonction. Donc la condition, c'est que la fonction pour laquelle il a été désigné ne peut pas d'abord sortir de son champ de compétences. Deuxièmement, et c'est très très important, il ne faut pas qu'elle revête un caractère abusif, un caractère de représailles, un caractère de pression sur le salarié. Donc le juge vérifie si parfois, vous savez aujourd'hui, on va parler sur ce qui se passe dans la pratique, on va changer X personnes pour lui attribuer la fonction de X. Il y a des gens, il y a une personne qui a été engagée comme directeur administratif, par exemple. Du jour au lendemain, il retrouve un mail sur sa boîte en lui disant vous passez du directeur administratif à responsable administratif. Mais peu importe les titres, l'essentiel, c'est qu'il ne faut pas que le salaire soit touché et les avantages non plus. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je donne un exemple. Il se peut que, en tant que directeur administratif, il perçoive un salaire de 10, et lorsqu'on change de titre, en le mettant responsable administratif, il touche un salaire de 15. Donc à ce moment-là, le salaire est plus important que la fonction. Donc les fonctions, la plus importante de la fonction, c'est qu'elles ne sortent pas du champ de compétences et qu'elles ne revêtent pas un caractère abusif ou un moyen de pression qui sera difficile de prouver devant un juge si litige il y a. Donc les outils de travail. Alors très souvent aujourd'hui, ça commence à prendre, je ne veux pas dire une mode, mais les outils de travail sont très souvent négociés pendant le contrat, c'est-à-dire un véhicule de fonction, un téléphone, un ordinateur, donc les moyens de travail classiques dont un salarié pourrait avoir besoin. Donc ça, ce sont des choses importantes dans la vie du travail, c'est-à-dire des outils de travail qui, donc l'importance aussi, lors de la rupture de travail, revêt aussi une importance. On va en parler tout à l'heure. Comment faire pour récupérer ces outils si la relation de travail s'éteint? Déclaration et assurance. Alors bien sûr, qui dit, d'ailleurs on en parlé tout à l'heure, droit, obligation, qui dit vie de contrat, ça veut dire une vie juridique. Et en parallèle, celle de la déclaration à la CNSS et bien sûr l'AMO, l'assurance maladie obligatoire. L'assurance maladie obligatoire, pourquoi? Parce qu'en cas d'accident de travail, c'est l'assurance qui couvre. En cas d'accident de trajet, c'est l'assurance qui couvre. Quand on dit accident de travail, accident de trajet, c'est le même régime juridique, c'est l'indemnité, c'est la même. Juste, c'est que l'accident de travail, c'est l'accident qui est déclaré dans l'entreprise ou bien dans le lieu de travail. L'accident de trajet, c'est que le salarié, il est protégé du trajet de chez lui jusqu'à son lieu de travail et de son lieu de travail à chez lui. Attention, il y a des cas d'exception sur lesquels le tribunal a tranché. Il a considéré que parfois des déviations peuvent être interprétées comme accident de travail. On ne va pas aller chercher dans trop de détails, mais il y a une loi qui date des années 60
on ne va pas en tenir compte parce qu'on part de l'accident de trajet pendant les 30 minutes avant le travail et 30 minutes après le travail. Quelqu'un qui travaille à Rabat, qui a son domicile à Casablanca, donc il a 100 km à faire, il va mettre 1 heure pour arriver chez lui. C'est toujours un accident de trajet. Donc le régime juridique est le même, c'est l'indemnité qui est calculée en fonction du salaire. Donc, on a parlé de la couverture en cas d'accident de travail. Donc, le régime juridique, c'est que les calculs sont faits selon la rémunération du salarié. Donc, il y a un calcul, il y a un barème qui est applicable. Donc, c'est facile à faire. Et puis, l'assurance prend le dessus. Bien entendu, le dernier élément, l'un des éléments, c'est les congés. Les congés, bien entendu, chaque salarié a droit à un congé annuel. 21 jours, 3 semaines, bon, ça dépend des catégories de travail, il y en a plusieurs. Mais le plus important dans les congés, et parmi les lacunes de la loi, c'est que la loi n'a pas prévu de manière claire comment attribuer les congés. Les congés, la règle, c'est qu'ils sont accordés selon les nécessités de service que l'employeur décide de son propre chef. Ça crée des tensions, ça crée des problèmes pour des gens qui ont l'intention de quitter pendant les mois d'été, c'est-à-dire juillet, août notamment, et puis comment gérer le service, parce qu'il y aura toujours des gens frustrés s'ils n'obtiennent pas leur congé au moment qu'ils auront désiré eux-mêmes. Alors, là c'est la phase la plus importante, et c'est la phase où il y a beaucoup de problèmes. Quand je dis beaucoup de problèmes, où l'interprétation, l'intervention du juge, l'intervention des tiers, parce que vous savez, à la conclusion du contrat, il y a une relation de confiance. Pendant la durée du contrat, toujours la relation de confiance. Mais là, la perte de confiance, c'est lorsqu'il y a résiliation. Et la résiliation, ça veut dire problème, ça veut dire loi, ça veut dire tribunal, ça veut dire application et exécution. Alors, c'est pour ça que j'ai insisté sur les cas pratiques, parce que c'est à travers les cas pratiques que l'on réussira à cerner un certain nombre de cas précis. Alors, la nature de la résiliation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la nature de la résiliation, il y en a deux principales. Donc la première, c'est la démission. La démission, c'est l'initiative propre du salarié. Donc c'est lui qui décide de mettre un terme. Il m'est souvent arrivé de voir des gens venir me dire « Écoutez, j'ai présenté ma démission, mais l'employeur ne l'a pas acceptée. » Mais une démission n'a pas à être acceptée. On n'est pas dans la fonction publique, ce qui est différent. Une démission, c'est la manifestation unilatérale du salarié de mettre un terme au contrat. Donc, il est libre de démissionner, de mettre un terme au contrat. Les conséquences qui en découlent, on a deux. C'est qu'il renonce à ses indemnités. Donc, il n'y a pas d'indemnité à part ce qui lui revient de droit. Ce qui lui revient de droit, c'est quoi? C'est les salaires encore en cours et c'est les congés, s'il ne les a pas perçus, et les heures supplémentaires. C'est ce qu'on appelle le solde de tout compte. Le solde de tout compte, ce sont les sommes que doit empocher le salarié, quelle que soit la nature de la relation, licenciement ou pas licenciement, abusif ou pas abusif. C'est pour ça que je dis, lorsqu'il y a démission, la première conséquence, c'est qu'il renonce aux indemnités. La deuxième conséquence, très importante, c'est que la démission ne peut pas avoir d'effet immédiat. Il faut respecter un délai de préavis. On ne peut pas prendre l'employeur par surprise et lui dire, écoutez, on est lundi, demain je ne viens pas. Ça n'a aucun sens, sinon le salarié s'expose à des poursuites. La poursuite en cas de démission unilatérale sans respecter le préavis, c'est que l'employeur a le droit d'engager une procédure pour prétendre au mois que devrait passer le salarié comme préavis. C'est-à-dire, vous savez, les préavis, ça peut être de 15 jours pour un certain nombre de catégories, ça peut être 1 mois pour une autre catégorie, voire même 3 mois pour une troisième catégorie. Donc, il y a plus. Donc, ça dépend du salarié. Donc, s'il est dans la première catégorie, l'employeur peut engager une procédure afin de réclamer 15 jours de salaire. Si c'est la deuxième, 1 mois de salaire. Si c'est la troisième, 3 mois de salaire. Pas plus. Il n'y a pas d'autre indemnité. Il n'y a pas d'indemnité de licenciement comme c'est le cas en cas de licenciement. On va y arriver. Donc, il y a une troisième condition aussi très, très importante parce que la démission n'a aucune valeur. Aucune valeur si elle n'est pas légalisée. Donc, une démission envoyée par mail, elle n'a aucune valeur. Elle a la valeur de transmission juridique, oui, mais elle n'a pas la forme requise par la loi. La forme requise par la loi, c'est que la démission doit être manuscrite, voire même imprimée, il n'y a pas de problème, mais la condition, je dirais, de validité, c'est qu'elle soit légalisée. Si elle ne l'est pas, ça veut dire qu'elle est caduque, elle n'a aucune valeur juridique. Donc le deuxième cas, c'est le licenciement. Le licenciement, c'est la rupture à l'initiative de l'employeur. Et là, le licenciement, il peut être soit justifié, soit abusif. Donc, il est justifié en cas de perpétration d'une faute grave.
J'insiste sur grave, parce que la loi parle de faute grave. Elle ne parle pas de faute, elle parle de faute grave. Donc, ce qui est jugé pas en cas de litige devant le tribunal, c'est la gravité de la faute, et non pas la faute. Le khata jassim. C'est-à-dire, on peut, pourquoi le législateur ne s'est pas contenté de dire en cas de faute, il y a licenciement? Non, on dit il y a faute grave. Donc, la faute grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque l'employeur subit un préjudice avéré par l'intervention ou bien par une attitude irréfléchie de la part de son salarié. Alors, la loi a prévu une série d'exemples, moi je ne veux pas de motifs ou bien de fautes, mais une série d'exemples. Qu'est-ce qui peut revêtir une faute grave? La dispute ou bien la rixe au sein de l'entreprise entre deux employés. Ça, c'est un motif de licenciement. Peu importe, il y a la jurisprudence, elle a expliqué la chose. La loi prévoit et précise que, en cas de dispute dans le cadre du travail, le licenciement est justifié. Bien sûr, encore faut-il que ce soit prouvé. Mais le juge a précisé une chose. Oui, le licenciement est justifié, peu importe. Dans le monde, peu importe qui a commencé, qui n'a pas commencé, les deux personnes qui sont dans une dispute peuvent être licenciées pour faute grave. Donc la rixe, au sein de l'entreprise, mais au sein du lieu de travail, c'est un motif de licenciement justifié. Bien sûr, il y a d'autres cas. Il y a l'ivresse, il y a le non-respect des instructions, il y a le détournement, bien entendu, donc tout ce qui relève du pénal, il y a la rixe, il y a le changement de fonction, la violation du secret professionnel, etc. Donc il y a plusieurs éléments qui peuvent constituer une faute grave. La loi les a décrits, mais le juge peut estimer ce qui peut relever de ce qu'on appelle une faute grave. Alors, il y a un élément très important dans l'interprétation de ce que peut être une faute grave. Il y a des employeurs qui vont chercher dans le subjectif, c'est-à-dire il n'a pas atteint les objectifs. Ça, ce n'est pas une faute grave. La loi était claire là-dessus. Maintenant, ne pas atteindre les objectifs, ce n'est pas parce que je lui fixer un seuil de 100 que s'il arrive à 80, on va le licencier. La loi était claire là-dessus, c'est-à-dire ce n'est pas un motif, ce n'est pas une faute grave. Sauf s'il fait 0. Là, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé, il faut prouver que l'employeur a subi un préjudice par l'intervention de son salarié. Donc, alors, l'invalidité, c'est le troisième cas. Donc, l'invalidité, elle peut être soit totale, soit partielle. Donc, ce sont des cas de rupture par force majeure. C'est-à-dire le salarié ne peut pas continuer à travailler, non pas parce qu'il ne veut pas, non pas parce que l'employeur l'a licencié, c'est parce que son état de santé a été, malheureusement, s'est dégradé en raison soit d'une maladie professionnelle, c'est une chose, soit d'une maladie autre professionnelle. Dans les deux cas, le contrat peut être résilié préalablement et c'est le régime de la sécurité sociale qui prend le relais. Alors, conditions légales, résiliation à l'initiative. Donc, c'est pour ça qu'on en a déjà parlé, démission et résiliation. Alors, la démission, j'ai parlé de la condition, il faut qu'elle soit légalisée, il faut qu'elle soit remise en main propre, il faut respecter le préavis. Pour le licenciement, alors là, j'en parle d'ailleurs, procédure de licenciement. C'est là où il y a, je dirais, le plus d'éléments importants à respecter. Je vais vous expliquer une chose. On a parlé des fautes graves, on a parlé de l'ivresse, on a parlé d'agression. Il se peut que la faute soit interprétée par l'employeur comme étant grave parce que le salarié a mis un coup de poing à son directeur. C'est une faute grave, bien entendu, on n'en parle pas. Mais si la société ne respecte pas, quand je dis société, employeur, chef d'entreprise, pharmacien, peu importe, si une procédure n'est pas respectée, si la procédure de licenciement n'est pas scrupuleusement respectée, bien que la faute soit établie par un coup de poing, le salarié peut obtenir les indemnités. C'est-à-dire qu'il est l'auteur d'un fait, mais il peut obtenir les indemnités. D'où l'importance de respecter la procédure de licenciement. La procédure de licenciement, elle est instituée par l'article 62 du Code du travail. Elle passe par 3 étapes, très importantes. Très importante. La constatation de la faute dans les 8 jours. Ça veut dire on ne peut pas reprocher à un salarié une faute qui remonte à 1 an. Bien sûr, on ne va pas le maintenir en otage, on va prendre une faute, la mettre à chaque fois qu'il parle, attention, moi je peux te licencier n'importe quel moment. Si la faute n'est pas sanctionnée dans les 8 jours, plus de procédure de licenciement possible. Donc il faut que la faute soit datée de
Minimum 8 jours. 1. 2. Cela consiste en quoi? La nécessité d'adresser aux salariés une convocation à ce qu'on appelle une audition préalable. Il faut l'auditionner, c'est-à-dire on ne décide pas sur le champ, même si la faute est déjà grave. C'est-à-dire même si moi j'estime qu'écoutez, il est établi que la personne est en ivresse, est en état d'ivresse, établi clair avec un rapport à l'appui. Même avec ça, il n'est pas considéré comme étant licencié. Il faut l'auditionner. Donc il est convoqué après la constatation de la faute, 8 jours après la constatation, pendant ces 8 jours, il faut le convoquer afin de l'auditionner, c'est-à-dire lui permettre de se défendre. Bien sûr, il y a des conditions. Le lieu, c'est en général, c'est dans le siège, le siège ou bien dans le lieu de travail, ou bien chez la direction, chez le directeur, chez les ressources humaines, peu importe. Mais il faut que ça se fasse dans les 8 jours et permettre aux salariés de se défendre. Maintenant, il y a des petits détails parfois où on demande aux salariés à 11 heures de se présenter à 14 heures. Donc, si quelqu'un doit se défendre pour préserver ses intérêts, ce n'est pas en 1 heure ou 2 qu'on va lui permettre de se défendre. Donc, il est préférable qu'il soit convoqué le jour pour le lendemain, voire 2 jours plus tard. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est la convocation. La troisième étape, c'est la rédaction d'un procès-verbal d'audition. Procès-verbal d'audition, tel jour s'est présenté, ou bien tel jour a été convoqué. Monsieur X a l'effet de s'expliquer sur les fautes qui lui sont reprochées, à savoir les X, disputes, etc., etc. Monsieur s'est présenté, a fourni un certain nombre d'arguments, la séance a été levée et prise de décision dans les 48 heures. Donc le deuxième délai, c'est que la sanction doit être prise dans les 48 heures après l'audition. 48 heures, on décide de licencier, on décide de se contenter d'un avertissement, mise à pied, etc., peu importe. Mais l'essentiel, il faut que ça se fasse dans les 48 heures. La lettre de licenciement est adressée dans les 48 heures et elle doit comporter, bien sûr, la décision de licenciement et aussi, elle doit comporter la chose suivante, la formule suivante. Vous êtes en droit d'entamer un recours judiciaire dans un délai maximum de 90 jours. Il a 3 mois. Donc le salarié qui reçoit sa lettre de licenciement, il faut qu'elle prévoie 90 jours pour qu'il entame la procédure de licenciement, s'il entend le faire, bien entendu. Alors, bon, première étape, constatation de la faute. Deuxième étape, l'audition. Troisième étape, la décision de licenciement et l'envoi de la lettre de licenciement avec ses composants dont j'ai parlé. D'une importance capitale. Maintenant, il y a des petits détails auxquels il faut faire attention. Les huissiers de justice, il y a pas mal de cas où l'audition se passait en la présence d'un huissier de justice. Le tribunal, la Cour de cassation a jugé la chose suivante. Les huissiers de justice ne sont pas habilités à assister aux auditions préalables. Ils n'ont pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il y a des choses confidentielles qui peuvent être traitées et on n'a pas le droit de faire venir un huissier de justice. Autre détail très important, la lettre de licenciement, elle est envoyée par courrier recommandé ou en main propre. On ne peut pas l'envoyer par huissier de justice, c'est la loi, parce que la loi n'a pas précisé. Si la loi avait ouvert la possibilité de l'envoyer par huissier, on l'aurait fait. Mais il y a des gens, il y a des cas où la justice a dit la procédure, bien qu'elle ait été respectée dès le début, mais à la fin, la remise par huissier de justice, ce n'est pas ce que prévoit la loi. Dans ce cas, la procédure est nulle. Il faut faire attention à ces détails parce que la procédure de licenciement, elle peut, même en cas d'existence de faute grave, avérée, établie de façon claire et confirmée, si la procédure de licenciement n'est pas respectée, le juge ne va pas chercher la faute. Il va automatiquement condamner l'employeur à payer des indemnités. Bon, les recours, alors bien entendu, j'insiste, et ça va aussi déboucher sur la conclusion finale à laquelle je vais arriver tout à l'heure. Les recours, c'est bien entendu pour le salarié, il va engager une action en justice pour licenciement abusif. Je ne sais pas s'il y a des employeurs dans la salle. Il faut faire attention. On va y venir. Il y a un principe dans les recours judiciaires, c'est que les employés sont exonérés de la taxe judiciaire. On ne paie pas de taxe judiciaire lorsqu'on est employé et engageant la procédure. Ce qui se passe très souvent, vous avez des employés, même en cas de faute grave, ils se disent, écoutez, moi j'ai rien à perdre de toute façon, j'ai un avocat qui va percevoir 20% du montant, 25% du montant, en tant que cours, pourquoi pas. Donc cette gratuité d'accès à la justice, c'est bien d'un point de vue social, d'un point de vue humain,
mais parfois elle est interprétée de façon extensive et de façon abusive de la part d'un certain nombre de salariés. C'est-à-dire, même avec une faute grave, il se dit pourquoi pas, j'entame un recours, j'oblige l'employeur à aller désigner un avocat, j'oblige l'employeur à se déplacer au tribunal parce qu'il y a parfois où le juge demande à ce que l'employeur soit présent, ça crée des tracasseries. Donc, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à la procédure de licenciement. Il y a un cas où le salarié ne se présente pas à l'audition. S'il ne vient pas, la loi a prévu la chose suivante, même si c'est très critiquable. C'est-à-dire, lorsque l'une des parties ne prend pas ou bien refuse de prendre part à l'audition préalable dont j'ai parlé, si elle refuse de prendre part, parce que la personne qui refuse de prendre part, ça ne peut être que le salarié, ce n'est pas l'employeur, puisque c'est l'employeur qui convoque. Donc, si le salarié ne se présente pas pour cette audition préalable, la loi a dit la chose suivante. Il est fait recours. On n'a pas dit l'employeur fait recours. Il est fait recours de façon impersonnelle. Il est fait recours à l'inspecteur de travail. Il y a des juges qui disent que ce recours est indispensable, d'autres disent non. Donc, autant faire recours. En cas de refus, la procédure se poursuit chez l'inspecteur de travail. C'est plus sécurisant pour que la procédure soit bien respectée de la part de l'employeur et éviter à ce que le juge vienne dire elle est nulle et du coup condamné à payer des indemnités. Donc, alors, conclusion et conseil. Les conclusions, c'est que le Code du travail marocain, et le problème qui est posé, c'est que nous avons un code très rigide, mais qui n'est pas adapté à la réalité. Parce que ce qui se passe dans des entreprises, dans des officines, dans les commerces, dans des sociétés, voire même dans des annexes, ce sont des faits qui peuvent prendre plusieurs formes. On est trop dur dans le respect de la procédure pour un domaine qui est fluctuant en termes de faits, en termes d'interprétation, en termes voire même de courrier, etc. Alors, raison pour laquelle j'insiste, parce que très souvent, ce sont les juges qui tranchent, ce sont des êtres humains, ce sont des gens qui peuvent se tromper. Parfois, ils appliquent la règle, mais de façon trop rigide, trop dure, notamment contre les employeurs. Raison pour laquelle le conseil que je donne aux employeurs, voire même pour les salariés, afin d'éviter des mauvaises surprises si le recours se fait au tribunal, dans les contrats, et ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les contrats de travail lors de la négociation, insérer des clauses d'arbitrage. Insérer des clauses d'arbitrage. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'attribution. Pardon. Voilà. Alors, ici, on a parlé des clauses. Qu'est-ce qu'on peut insérer dans le contrat? Attribution de compétences juridictionnelles. Quand on dit juridictionnelle, ça veut dire la juridiction, ça veut dire le tribunal. Mais on peut prévoir l'attribution ou bien litige, ou bien règlement du litige. Le titre de la clause, règlement du litige. On peut prévoir la chose suivante. Tous les litiges nés à l'occasion de l'interprétation ou l'exécution du présent contrat seront traités à travers la procédure d'arbitrage. Lorsque vous mettez cette clause d'arbitrage, le juge ne peut plus trancher sur l'affaire. Impossible. Si le salarié, par méconnaissance, il dépose son recours au tribunal, le juge prononce une fin de non-recevoir. Pourquoi? Parce que, monsieur, vous avez signé un contrat, vous avez déjà choisi la justice privée, vous avez déjà choisi qui doit trancher sur l'affaire. Et c'est important, pourquoi? Pour un petit peu contrecarrer les salariés qui essaient de tirer profit de la gratuité de la justice pour porter préjudice aux employeurs. Parce que l'arbitrage, ça coûte de l'argent, mais c'est efficace. On est maître de la situation. Il y a le contact physique et visuel, c'est très, très important parce que devant les tribunaux, tout se passe par écrit. Donc il y a cette absence d'un certain nombre d'éléments subjectifs qui peuvent être d'une importance capitale pour le reste de la procédure. Et je vous remercie. On va ouvrir la possibilité d'interagir. S'il y a des questions, s'il y a des cas pratiques à partager, je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a des cas pratiques ou bien est-ce qu'il y a des questions? On peut y répondre, on peut chercher des situations et puis à travers les situations, on peut déboucher sur d'autres règles parce qu'il n'y a pas que ça. Ce qu'on a essayé, comme je vous ai dit au début, le droit de travail, c'est un océan. Il y a plusieurs aspects à cerner. 1h30 ne suffit pas, mais je pense qu'à travers une interaction, on peut éventuellement...
Merci, Maître Hannibal. Votre allocution a été très intéressante. Donc, dans le cas pratico-pratique dans la pharmacie d'officine, au quotidien, on assiste à un certain nombre de problèmes dans ce cadre-là. Je voudrais revenir au licenciement, pas le licenciement abusif, mais une entente à l'amiable. Et le deuxième volet concernant les avertissements et avant licenciement. Le premier chapitre, c'est, comme j'ai dit, l'entente à l'amiable. Donc, je m'entends avec mon employé, il part, je lui donne son solde de tout compte, il part. Quel est le délai de forclusion légale qui tient? Par exemple, si je lui donne un solde de tout compte, il part, et au bout d'un an, il vient me dire, bon, ben, c'est sous la contrainte que j'ai signé. Donc, ça, c'est mon premier point. Le deuxième point concernant les avertissements. Le nombre d'avertissements. Est-ce que je pourrais me faire assister par un inspecteur de travail? Celui-ci, il me demande, par exemple, de notifier et de relever ça sur un cahier et de le faire cacheter par lui-même. Et au bout de 3 licenciements, 3 avertissements, je pourrais le licencier. Qu'en est-il? Est-ce que la loi, mes connaissances sont obsolètes en la matière ou là, est-ce que c'est toujours de mise? Et merci beaucoup. Vos connaissances ne sont pas obsolètes. Effectivement, on va commencer par la deuxième question parce qu'elle est plus simple. La première, je vous en remercie parce qu'elle va me permettre d'aborder notre point. Les avertissements, effectivement, c'est trop facile de dire, bah, écoutez, un salarié peut se dire, ce que j'ai fait ne mérite pas un licenciement. Bah, autant faire quelque chose, de toute façon, c'est juste un avertissement, j'y suis, j'y reste. Donc un deuxième avertissement, un troisième avertissement, 4 avertissements dans l'année, c'est un licenciement. C'est-à-dire le fait, vous savez, très souvent les avertissements sont adressés en cas, le premier cas hein, en termes d'exemple, c'est l'arrivée en retard au travail. Il y a des gens qui grattent un quart d'heure tous les jours, bon, à la longue, ça fait quand même ça fait pas mal d'heures d'absence. Donc, le fait de continuer à s'absenter en dépit d'avertissement, la Cour de cassation a tranché. Le licenciement est justifié. Bien sûr, à la condition de prouver cela, c'est-à-dire que l'avertissement soit adressé à l'intéressé, que le retard soit acté, je ne sais pas, par pointage, par signature, des registres, peu importe, caméra. Il y a plusieurs moyens aujourd'hui techniques qui permettent de l'établir de façon claire. Bien sûr, et informer l'inspecteur du travail. Donc toute sanction, il est très important d'appliquer. L'inspection de travail, ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse. L'inspecteur de travail, son rôle théorique, classique, c'est de vérifier que les conditions, que la loi est appliquée au sein de l'entreprise. Mais entre nous, il est plus souvent sollicité pour intervenir à l'amiable. Très souvent, des employeurs reçoivent une convocation après un problème avec un salarié, ils reçoivent une convocation de l'inspection de travail. L'intérêt, c'est l'inspecteur de travail essaie juste de concilier. C'est à ça où se joue son rôle. Son rôle, c'est la conciliation, essayer de trouver un terrain d'entente. Si le salarié maintient sa position ou l'employeur maintient sa position, il dresse un procès verbal d'échec de conciliation et il le remet aux parties et à la partie la plus diligente d'aller engager une procédure au tribunal. Maintenant, pour la première question, pour l'entente, si vous vous mettez d'accord avec un salarié pour qu'il parte, tout dépend du support que vous utilisez. Il y en a, allez, on va dire, il y en a 3. Le support de la médiation. Donc la médiation, c'est un mode de règlement alternatif des litiges, c'est-à-dire la loi SATA. On se met d'accord. Il y a un médiateur, soit directement. Donc si c'est un médiateur qui fait en sorte que les parties se mettent d'accord sur un chiffre, donc on fait ça dans le cadre de la médiation. Et le deuxième cas de figure, c'est justement l'inspecteur de travail. En cas de rupture de contrat, l'inspecteur de travail, il est habilité à recevoir les deux parties et acter l'accord qui a été conclu. Monsieur, nous avons décidé de mettre un terme à notre relation à l'initiative de l'employeur ou l'employé, mais voilà, donc j'ai décidé de lui remettre la somme de temps et éviter tout recours et classer le dossier de façon définitive. Donc ce procès verbal, il est dressé par l'inspecteur de travail, s'il est définitif. Donc le salarié serait fou d'aller engager une procédure en dépit de l'existence de ce document. Parce que le document, pourquoi il est important? Parce que c'est l'inspecteur du travail, donc c'est un fonctionnaire public, donc c'est un document, on ne peut plus l'attaquer. Maintenant, s'il le fait quand même, c'est lui qui s'expose à des poursuites. C'est ce qu'on appelle l'abus de droit.
C'est vrai que la loi, enfin la Constitution permet à tout un chacun d'engager un recours judiciaire, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'engager à tout va, n'importe comment, à n'importe quel moment. Donc s'il est établi qu'en dépit de la signature d'un accord, il a décidé d'assigner en justice son employeur, l'employeur peut agir par rapport, à travers ce qu'on appelle une demande reconventionnelle, talab mudad. Il demande les indemnités, talab mudad, donc il a abusé de ce droit d'agir en justice, bien qu'il ait signé. Donc la mauvaise intention étant établie, il sera condamné, peu importe le montant, mais c'est symbolique. D'accord? Alors par rapport au délai, tout à l'heure j'ai parlé du délai de 90 jours. Le délai de 90 jours qui doit figurer sur la lettre de licenciement, c'est en cas de respect de la procédure de licenciement, avec l'article 62. Hein, constatation de la faute, audition, on vous écoute, on va dresser un PV, 48 heures, je vous envoie la lettre de licenciement. Mais si la procédure de licenciement n'est pas respectée, le salarié, il a 2 ans pour engager la procédure. 2 ans. Donc les 90 jours. Alors, ça me permet de parler de... Vous avez utilisé un mot très technique, la forclusion. Parce que qui n'a la forclusion, donc qui n'a la prescription. La différence, c'est que la forclusion, c'est 90 jours, quoi qu'il arrive. C'est 90 jours. Après le licenciement, vous avez reçu 90 jours. Dépasser 90 jours, c'est terminé. La prescription, c'est différent. La prescription, c'est un délai pour que quelqu'un engage une procédure, mais ce délai peut être remis à zéro par ce qu'on appelle des formalités interruptives. Je ne sais pas, moi j'ai 5 ans pour engager une procédure contre Mahdi. Mais si je lui envoie une lettre 3 ans plus tard, le compteur est remis à zéro tous les 3 ans. Donc c'est ce qu'on appelle le délai peut être interrompu par des formalités, des actions en justice, des saisies, etc. etc. Donc c'est la forclusion et la prescription. En tout cas, merci, c'est très intéressant. Votre question nous a permis de partager ça. Bonjour, merci beaucoup, maître, c'était très intéressant. J'ai 2 questions. Quand on parle de constatation, pour que le délai des 8 jours commence à courir, c'est quoi exactement? Par exemple, questionner quelqu'un pour avoir des explications sur des comportements qu'on a jugés inappropriés, est-ce que, si cette constatation se fait par mail maintenant, est-ce qu'elle commence à faire courir le délai des 8 jours? Si la personne ensuite a posé des arrêts de travail consécutifs, donc les 2 mois ou et qu'il y a eu du coup interprétation que le délai des 8 jours était dépassé, est-ce qu'il y a possibilité de récupérer ça entre guillemets auprès du tribunal ou pas? Merci. Excellent. Alors déjà, je retiens ce que vous avez dit. Effectivement, pour les 8 jours, l'essentiel, ce qui coupe le délai, c'est-à-dire ce qui fait office de constatation et de rupture, c'est la date à laquelle la lettre est envoyée. C'est-à-dire, dans les 8 jours, je vous envoie une convocation, monsieur, madame, mademoiselle, je vous envoie une convocation. Maintenant, si la constatation se fait alors que la personne est déjà en arrêt maladie, ça c'est une chose, on n'a pas à lui envoyer. C'est-à-dire les 10 jours, le délai est suspendu jusqu'au jour de sa reprise. Si j'envoie la lettre, ensuite la personne ne se présente pas parce qu'elle est le lendemain, parce qu'elle a présenté un certificat médical, effectivement, au moins de la part de l'employeur, il aura acté la constatation de la faute dans les 8 jours. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'il faut... Alors, vous savez, la loi, malheureusement, le législateur nous pose beaucoup de problèmes dans les termes utilisés. Le législateur parle de la constatation de la faute. Je peux constater une faute, mais après 6 mois de sa perpétration, ça peut dater, mais je la constate qu'après le dépôt des bilans, par exemple. Quelqu'un qui a bien joué dans la comptabilité pendant un certain temps, mais ce n'est que lorsque le commissaire en compte, le comptable, l'expert comptable est en train de faire son bilan, que je constate qu'il y a un écart de X montant. Là, oui. Donc, la constatation de la faute. Maintenant, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on reconnaît la légalité de plusieurs moyens de communication. Donc l'essentiel, c'est qu'il faut, parce que la constatation, comment l'établir? Monsieur, après l'audit. Alors très souvent, on contourne ça. Les employeurs disent, après
rapport d'auditement établi par l'expert comptable, bien le comptable, bien le fiduciaire, etc., nous avons constaté un écart. Donc, on précise la date. C'est le jour où j'ai reçu le document de la part de mon comptable. Et effectivement, je peux constater la faute, mais ça reste chez moi. Donc, ce n'est pas prouvé. Donc, maintenant, il faut prendre le soin, lorsqu'on envoie la convocation pour l'audition préalable, d'invoquer, bien de préciser, nous avons constaté après X, ou bien après constat, ou bien après obtention de documents de correspondance, ou bien à travers mail, peu importe, il faut acter l'origine de l'information. Donc, dès que vous êtes dans cette logique, et même si la personne est en congé, mettez ça même sur mail s'il le faut. Même sur mail, il faut que la constatation, peu importe ce que fait la personne entre-temps, moi je parle de la personne si elle est en congé, c'est pour qu'elle se présente à l'audition. Mais dès la constatation, il faut envoyer par n'importe quel moyen ou bien saisir même l'inspecteur de travail. Donc il faut qu'il y ait une trace qui prouve que j'ai réagi après la constatation dans les 8 jours. Même en saisissant l'inspecteur de travail, ça fait foi et ça rompt, je dirais, la possibilité d'une nullité de la procédure. Voilà. Oui, il est reconnu comme preuve et j'attire votre attention parce qu'effectivement, il y a beaucoup de preuves qu'on retrouve dans les WhatsApp, très très souvent parce qu'il y a un certain nombre de disciplines où les groupes WhatsApp sont tellement, je dirais, d'actualité que parfois il y a des cas de diffamation, il y a parfois des injures, il y a parfois des choses qui se passent dans les groupes WhatsApp. Alors, s'il y a des échanges par WhatsApp, il y a, je dirais pas une mode, mais ce n'est pas une procédure, c'est une mode qui permet aujourd'hui d'utiliser ce qui se dit sur WhatsApp comme preuve. C'est simple. On fait venir un huissier de justice, il vide le contenu du WhatsApp sur un procès-verbal d'huissier. C'est-à-dire, l'huissier se déplace, voilà, on vous montre le téléphone, voilà, j'ai constaté sur le téléphone que le numéro X, M. Katakata, a envoyé en date due à telle heure un message selon les termes suivants. Il reprend les termes, il les traduit et il met ça sur un procès-verbal. Donc, le fait de vider le contenu de ces messages sur un procès-verbal d'huissier de justice, ça constitue une preuve, c'est-à-dire il l'aura constaté avant que ce soit effacé par la personne elle-même ou bien par un moyen technique autre. Ah oui, des questions vraiment très pertinentes. Alors, pour les caméras, il y a la loi sur les données personnelles. Alors, les caméras, déjà, dans les endroits intimes, on n'a pas le droit de les mettre. Mais pour un employeur, il a le droit de placer des caméras parce que c'est plus l'aspect sécurité et l'aspect contrôle de son activité qui prend le dessus. C'est tout à fait logique. Maintenant, il y a malheureusement une erreur, je ne veux pas dire ça une faute, mais une omission de la part d'un certain nombre d'employeurs. Il faut absolument informer les gens que X lieu, X site est sous caméra surveillance. Alors ça, c'est ce qui est prévu par la loi. C'est-à-dire, si les gens ne sont pas informés de l'existence des caméras, donc ce n'est pas le salarié qui va engager une procédure, mais c'est la CNDP. Ça, c'est une commission qui se chargera de prendre les mesures nécessaires pour gérer, pour réprimer, pour sanctionner l'inobservation de cette mesure. Maintenant, sur le principe, oui, on va placer des caméras, pas dans des lieux intimes, les toilettes, ou bien dans des vestiaires, ou bien dans des lieux qui revêtent un caractère personnel, mais dans les lieux de travail, on a le droit, mais à la stricte condition que la procédure soit respectée, c'est-à-dire informer dans des endroits, afficher dans des endroits très apparents dans les lieux de travail, que le site, le lieu, l'usine, l'officine est sous caméra surveillance. Donc ça permet à la personne de savoir si elle est contrôlée ou pas. Bien sûr. Ah oui, c'est une procédure. C'est une procédure. D'accord? C'est-à-dire le placement des caméras, il y a beaucoup de... Ça existe dans des copropriétés. Hein? Mais le fait d'abord d'informer, on aura préalablement, je dirais, respecté la loi. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est de ne pas prendre les gens par surprise. Maintenant, il faut définir aussi l'intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'il y va de ma protection. Moi, je contrôle mon travail, je suis en droit de mettre des caméras. D'ailleurs, il y a des caméras dans les aéroports, il y a des caméras dans des endroits peut-être même publics, mais on doit informer. Sinon, on s'expose à des poursuites. Oui, exactement. Par tout moyen, c'est-à-dire on doit afficher par tout moyen de façon à ce que la personne puisse savoir qu'elle est sous surveillance.
Donc, mais parfois, la bonne intention ne suffit pas. Moi, j'ai eu des cas, un syndic de copropriété qui a placé des caméras. Pour lui, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et tout le monde était content. Effectivement, parce que c'est la sécurité, etc. Donc, un copropriétaire qui n'était pas content, ben, c'est quelqu'un qui a entamé un recours parce que, monsieur, vous avez placé des caméras. Et malheureusement, ça n'a pas été voté en assemblée. Donc, d'où, bah, pour les gens, pour le comité de contrôle, pour eux, ça a été fait sciemment pour porter atteinte aux copropriétaires. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut afficher, il faut informer les gens comme quoi le lieu est sous surveillance. Pardon ? Là, par rapport à l'information, là, comme preuve. Là, justement, est-ce qu'on parle de l'audio comme preuve en relation de travail ? Est-ce qu'on a le droit de mettre des caméras audio et vidéo en même temps ? Bien sûr, ça va de soi, bien sûr. Sauf qu'il y a un délai. Il y a parfois les enregistrements, ils ont une durée de vie. Donc, on ne peut ressortir l'historique que sur instruction du ministère public, du procureur. Donc, voilà. Donc, faut faire attention. C'est-à-dire, si on doit placer les caméras, il faut bien se renseigner quelles sont les conditions. Audio, vidéo, les deux, ou bien l'un par rapport à l'autre, ou bien distinctement. L'essentiel, c'est qu'il faut le faire scrupuleusement dans le respect de la loi. Parce que le risque, c'est que quelqu'un peut engager un processus pour une simple omission, bien que l'intérêt soit commun. C'est-à-dire, ça ne peut être que positif. Mais malheureusement, il y a des gens mal intentionnés qui peuvent surfer sur ça. Moi, j'essaie de voir les rares cas où des gens peuvent peut-être se révéler mal intentionnés. Bon, de toute façon, merci, Maître Anibar. J'ai une question concernant les heures supplémentaires. Oui. Sachant que les pharmaciens, souvent, ils font des gardes. Oui. Donc, il y a le problème qu'on se trouve de temps en temps, que les employés ne veulent pas travailler la nuit. Donc, est-ce qu'ils ont droit ou non ? Surtout après 20 heures. Là, alors justement, c'est là où il faut focaliser l'attention sur la particularité de la profession. Les horaires pour les officines sont fixés par arrêté préfectoral. Bien. Donc, c'est un cas particulier et d'où l'importance d'avoir dans le contrat préalablement prévu, donc pour les officines, et d'ailleurs je vous remercie pour la question, pour cibler un petit peu le travail des pharmaciens. Dans le contrat, dans le préambule du contrat, et dans ce dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport au préambule, ce qu'on peut prévoir, attention, le présent contrat concerne une relation pharmacien aide, ou je ne sais pas comment, il y a même des stagiaires pour un certain nombre de cas, soumis à la loi 1704. C'est-à-dire, si la loi 1704 prévoit pour les horaires que ce soit fixé par l'autorité, on se soumet à la loi. Donc, ça sort du cadre conventionnel. On ne décide pas de notre propre chef. Parce qu'on peut se mettre d'accord, est-ce qu'on fait l'horaire continu, 9h, 17h, ça vous va ? Non, on reste sur 18h30. Non, si c'est l'autorité qui fixe l'horaire, le salarié doit se soumettre. Il ne peut pas prétendre à des heures supplémentaires. La condition, par ailleurs, c'est que le nombre d'heures soit respecté. 44 heures. Vous répartissez ça en fonction du besoin de la pharmacie. Donc, on ne peut pas, parce que la loi, parce que l'horaire est fixé par arrêté préfectoral, on prend la personne de 7 heures du matin jusqu'à 20 heures. On aura dépassé les 44 heures légal. Par contre, pardon ? Voilà. Sinon, si ça dépasse, donc tout ce qui vient en deçà des heures légales, ce sont des heures supplémentaires, effectivement, à distribuer ou bien à payer aux salariés concernés. Mais moi, j'insiste sur le principe lui-même. Le principe lui-même, c'est que les horaires sont fixés par l'autorité. Tout ce qui vient en plus, ce sont des heures supplémentaires applicables pour le cas de la pharmacie, pour le cas de plusieurs employeurs en cas de besoin. S'il vous plaît. Non. Parce que, vous savez, dans la restauration, il y a des femmes qui travaillent dans les restaurants. Donc, si on doit interdire ça, donc il y a plusieurs activités qui vont s'arrêter. Donc, ça reste conventionnel. Il y a des gens qui acceptent de travailler, des femmes aussi qui acceptent de travailler
après les heures légales ou bien faire des heures sup, peu importe, à la condition de récupérer une rémunération en face. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, c'est une réciprocité. On se met d'accord, monsieur, vous mettez à mon service vos fonctions, ou bien votre capacité, vos compétences entre X heures et X heures. En contrepartie, je vous paye la chose suivante. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, maître, je voudrais savoir une embauche pour la première fois. Oui. Alors, une embauche, est-ce qu'il est préférable de faire par exemple un CDD 2 fois 6 mois et puis passer en CDI, ou là c'est interdit, normalement un employé est embauché pour un CDI pour une activité en continu, pas saisonnière? Là, dès 6 mois. C'est-à-dire, dans ce cas de figure, on ne peut pas. C'est-à-dire, le CDD, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le travail, le contrat pour un travail déterminé. Le CDD qui sera renouvelé une fois, c'est-à-dire 6 mois fois 6 mois, c'est un contrat pour un travail déterminé. C'est-à-dire, on vous dit, monsieur, vous prenez quelqu'un, vous le prenez pour 3 mois d'essai, vous le renouvelez une seule fois, autrement, automatiquement, c'est un CDI. Donc, pourquoi faire un CDD, puis le renouveler encore 6 mois de plus, si c'est le même travail? Pourquoi? C'est le jouable, dit le législateur. La réponse est, monsieur, si vous avez engagé quelqu'un pendant 6 mois, c'est pour qu'il soit engagé à l'issue de ces 6 mois, soit que l'essai ne soit pas concluant et on l'arrête. Donc, s'il est repris 6 mois plus tard et il effectue une année de travail, donc c'est automatique. Donc, la seule exception, c'est que le CDD, il est renouvelé parce que, par exemple, un promoteur, il s'est fixé 6 mois pour construire un immeuble, il n'a pas réussi à le faire en 6 mois, il a besoin de 6 mois supplémentaires. Donc la personne, bien le maçon, bien la personne qu'il a engagée, c'est quelqu'un dont il a besoin pour les 6 mois supplémentaires. Là, c'est un contrat pour un travail déterminé, donc c'est différent. Justement, l'histoire des stagiaires pose un problème par rapport à la loi. Je parle de la loi 1704, le code du médicament, la loi des pharmaciens. Donc c'est déjà un contrat type qui doit être délivré par le conseil, selon une forme réglementaire. Aujourd'hui, il n'y a pas. Pardon. Juste une question quand vous terminez. Pardon. Alors, j'aimerais juste savoir comment faire. Oui, bien sûr. J'y reviens, pardon. Alors, je voudrais juste savoir comment faire face à un employé qui refuse pendant 3 années de suite de ne pas prendre son mois de congé, et parce que, il réclame d'avoir 1 mois de salaire en plus. Et comment faire Anna face à la loi pour justifier que c'était son choix? Alors, déjà, pour les congés, il y a 2 manières de les solder. Mais ça, ce sont des choses qui doivent être fixées à l'entame de la relation de travail. C'est-à-dire que vous précisez préalablement que les congés doivent être soldés dans l'année. Ça pose un gros problème au sein d'un certain nombre d'entreprises où j'ai vu des salariés dire « Moi, vous savez, j'ai un solde de 45 jours de congés que je veux solder parce que ça date depuis je ne sais pas combien d'années. » Donc, le plus important, dans le contrat de travail, il faut préciser que le congé doit être soldé dans l'année. Maintenant, si ça n'existe pas, c'est un congé qui lui revient. Maintenant, il y a autre chose aussi. Il doit réclamer son congé dans les 2 ans. Donc, c'est un droit qui lui est attribué, mais qui se prescrit, comme j'ai dit tout à l'heure, par 2 ans. Donc, s'il vient réclamer plus tard, en cas de résiliation, son congé, à 1 an, il ne peut pas réclamer un congé qui date de 2011. Le seul congé qui lui est accordé, c'est le congé qui date de 2020. Non. Justement, c'est là où la seule chose qui pose problème par rapport à la négociation entre salariés et employeurs, c'est que la loi n'a pas régi l'augmentation. Je ne parle pas de l'ancienneté de 5% après 5. Non, je ne parle pas de l'ancienneté. Je parle de l'augmentation de salaire. Rien dans la loi ne précise que l'employeur doit augmenter de X, de 15, de 20, de 8%. Ça n'existe pas. Ah, d'accord, j'ai compris. Non, c'est imposé. Est-ce que le congé lui a été accordé?
Oui, mais c'est lui qui a refusé de le prendre. Il a préféré travailler ce mois et être payé double. Je sais pas Si que- ce n'est pas conventionnel, il n'a pas le droit. Voilà. C'est-à-dire, il faut qu'on soit d'accord. C'est-à-dire, lorsque vous lui accordez le congé, il refuse de le prendre, il travaille, c'est que la relation de travail se poursuit de façon normale. Donc, on n'est pas dans le congé payé à proprement défini par la loi. Le congé, c'est que monsieur prend son temps de repos pendant l'année, payé. Maintenant, s'il travaille, c'est comme si la relation se poursuivait. Donc, nous ne sommes pas dans la stricte application du régime du congé payé. Non, il ne peut pas imposer ça de toute façon. C'est un accord exceptionnel, c'est un cas exceptionnel qui doit faire l'objet d'une autorisation, bien d'un accord signé entre les deux parties. Si ça n'existe pas, il n'a pas le droit. D'accord, merci. Merci à vous. Oui. Il y a une augmentation. C'est l'ancienneté. Ça, c'est autre chose. Oui. Mais l'augmentation de salaire parce que monsieur a fait preuve d'une compétence exceptionnelle, parce que vous savez, finalement, je suis très utile pour l'entreprise. Non, l'augmentation du salaire, donc l'ancienneté, ça va de fait. Ça, c'est la loi. Maintenant, si on parle de l'augmentation de salaire, il y a des gens qui viennent prétendre, écoutez, monsieur, ça fait 3 ans que je n'ai pas obtenu d'augmentation. Rien ne l'impose dans la loi. C'est pour ça que ça crée des tensions après un certain nombre d'années, puisqu'on va aller les chercher chez le concurrent. Donc ça reste conventionnel, ça reste d'un commun accord. Si on se met d'accord, oui. Si on ne se met pas d'accord, c'est le salaire initial avec les augmentations qui concernent l'ancienneté qui prennent le dessus. D'ailleurs, c'est une augmentation qui n'est pas importante par rapport à ce qui est demandé. Quelqu'un qui demande une augmentation, qui touche 20 000, demande 25 000. Et même l'augmentation par rapport à l'ancienneté, ce n'est pas ce chiffre. D'accord ? Excusez-moi, j'ai une autre question. Comment procéder en cas de soupçon parce qu'on a souvent eu des problèmes de détournement, comment procéder lorsqu'on n'a pas de preuves très fermes? Et on sait que souvent la loi ou les juristes sont en faveur des... Oui. Là, justement, c'est ça le problème. Ça veut dire les détournements, ça doit être prouvé. Maintenant, la preuve, si vous ne l'avez pas, moi j'ai un principe que je m'impose, que je m'inflige, c'est si je n'ai pas la preuve, il faut que je fasse le nécessaire pour la créer. C'est-à-dire, vous avez constaté un détournement, il faut porter plainte. Pas contre X personnes, parce qu'on n'accuse personne, mais X personnes, une plainte contre X, mais sans préciser de qui il s'agit. Il faut porter plainte. Pourquoi ? Pour que l'enquête s'ouvre, parce que ce n'est pas à vous de prouver, à la condition que la faute objet de votre question soit une faute pénale. Donc s'il y a un détournement, c'est pénal. S'il y a un vol, c'est pénal. Donc ça, vous bénéficiez d'un avantage, celui de la plainte engagée par la police. Parce que la police, ils ont leurs moyens de pression, ils ont leurs moyens d'enquête, ils ont les moyens de chercher, peut-être même s'il y a des caméras, il y a plusieurs moyens. Donc l'enquête pénale, l'enquête de la police, vous permettra éventuellement d'arriver à la personne concernée. C'est le seul moyen. Donc, mais il faut quand même porter plainte. Et si au moins vous engagez ou bien vous portez plainte, au moins ça va se savoir. C'est-à-dire vous allez prévenir d'autres problèmes plus tard. Mais il faut porter plainte. Contre X, moi j'ai constaté, et puis que les gens dans l'officine, si c'est une officine, il faut que les gens le sachent. Parce que la preuve, s'il n'y a pas de preuve, c'est le noyau de toute procédure finalement. Mais parce que... Oui. Là, chauffe, le système ANAPEC, c'est avantageux. C'est avantageux dans la mesure où c'est l'État qui intervient. Maintenant, l'État prend en charge une partie du salaire, mais est-ce que c'est bénéfique pour vous en tant que salarié? Parce que c'est limité dans le temps. Est-ce que c'est avantageux pour vous? Si vous en faites la demande, quel est l'intérêt? D'accord. Donc, les contrats ANAPEC, c'est l'intervention. D'abord, c'est sécurisé. L'avantage, c'est que c'est encadré par la loi. Ce sont des gens que vous engagez, dont une partie est prise en charge, une partie est prise en charge par l'État. Vous payez ce que vous avez à payer et vous payez votre participation, à la CNSS. C'est tout, ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas de régime différent. C'est juste, vous intégrez dans le processus l'intervention de l'État afin
d'optimiser les frais. C'est juste une question de sous, ce n'est pas une question, je dirais, de conséquences juridiques. Mais la relation de travail demeure la même. C'est-à-dire que tout ce qui est licenciement, tout ce qui est droit, tout ce qui est congé, tout ce qui est heures sup, donc tout ça, ça reste et ça prend son régime de façon tout à fait normale. Il n'y a pas de conditions spéciales pour établir ce Pour genre de contrat? Des conditions spéciales, c'est-à-dire Bac plus 2 ou bien Bac plus 3. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un dossier. Je n'ai pas tous les détails pour être franc. Mais bien sûr, c'est des contrats ANAPEC. D'abord, il faut s'adresser à l'agence dans un premier temps. Mais ce que je sais, c'est que ce sont des gens avec un bagage X auquel vous pouvez faire appel, enfin, vous faites appel à leur service, mais en intégrant l'État dans le processus. Donc maintenant, il y a des détails d'ordre plus administratif que juridique. C'est pour ça que je vous dis un petit peu, je ne maîtrise pas le côté administratif de la chose, mais juridiquement, c'est les mêmes conséquences, c'est le même régime applicable. Merci. Merci. Donc, ce qui constitue l'entreprise officine. C'est pour ça que j'ai dit pris en charge par l'État. Il s'est pris en charge. C'est dans ce contexte. Et dans ce cas-là, il va embaucher cette personne à travers l'ANAPEC pour bénéficier des 24 mois. Oui. Au terme de ces 24 mois, libre à lui d'embaucher ou de licencier la personne. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est administratif. Mais moi, je l'ai compris d'un point de vue juridique. Donc, dans le processus, effectivement, les avantages sont connus. Maintenant, est-ce que pendant ces 24 mois, est-ce qu'il est soumis au même régime juridique? Ben oui. Est-ce que parce que nous avons intégré ou bien nous avons utilisé un contrat ANAPEC que forcément les dispositions de la loi ne sont pas appliquées? Ben non. Donc, la participation, la prise en charge par l'État d'un certain nombre, parfois même en totalité des charges sociales, ne veut pas dire qu'il y a une protection. Parce que vous savez, c'est l'interprétation qui est faite par un certain nombre de salariés qui fait défaut. C'est l'interprétation qui pose problème. C'est qu'on pense que parce qu'on passe, c'est la sécurité de l'emploi par excellence. Non, pas forcément. Donc, c'est le régime de protection où l'État intervient, mais vous ne vous dérobez pas des obligations légales qui pèsent sur vous. Donc c'est dans cet esprit que j'ai orienté ma réponse. Hein? Est-ce qu'on peut signer un contrat avec un employé qui travaille déjà dans le team, qui est déclaré et tout, mais avec lequel on n'a pas fait de contrat le premier jour? Par exemple, j'ai un employé qui travaille déjà avec moi. On n'a pas de contrat entre les deux signés. Est-ce qu'on peut faire un contrat, négocier un contrat? Oui, bien sûr. Alors le contrat, oui, ça c'est un problème qui se pose très souvent. Il y a des gens qui n'ont pas de contrat et qui réclament à ce que la relation soit actée, soit sur un support écrit. Oui, mais le contrat doit reprendre l'ancienneté, parce que le contrat ne peut pas être en contradiction avec peut-être des documents préalablement délivrés. Je ne sais pas, bulletin de paie, attestation, déclaration de la CNSS, etc. Donc le contrat, dans son préambule, il faut prévoir. Monsieur fait déjà partie du personnel de l'officine depuis un certain temps. Les parties ont décidé de cadrer cadrer leurs relations selon les conditions suivantes, donc durée, fonction, etc., salaire, etc. Donc rien n'empêche. Au contraire, ça ne peut être que bénéfique. Comme j'ai dit tout à l'heure, les écrits ne peuvent que faciliter l'interprétation. Très bien. Oui. Merci. La loi prévoit pour la légalisation 2 documents. Juge, la démission pour leur validité. La démission, c'est une obligation. Le deuxième document dont la loi impose la légalisation, c'est le contrat de bail. Et encore, pour les contrats de bail, la légalisation, elle sert à faciliter la procédure de recouvrement, une procédure spéciale pour recouvrer de façon rapide les loyers. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est un avantage qui est accordé aux propriétaires. Maintenant, si on doit s'en tenir à ce que la loi a prévu, non, ce n'est pas une obligation du tout. Et d'ailleurs, on essaie un petit peu de vulgariser l'information.
On a très souvent tendance à croire que la légalisation, c'est l'élément qui permet à un contrat d'être valable. Pas du tout. Donc la signature est largement suffisante. Un cachet du pharmacien, de l'officine, de la société sont des éléments largement suffisants pour prouver l'existence et on ne remet pas en cause la validité du contrat s'il ne comporte pas de légalisation. Mais c'est l'employé dit que ce n'est pas sa signature. Ça, c'est autre chose. Parce que s'il renie sa signature et qu'il est révélé que c'est véritablement la sienne, il s'expose à des poursuites pénales. Parce que c'est très simple. On ne peut pas dire tout simplement « ce n'est pas ma signature ». Le juge, il ne peut pas se présenter chez le juge et dire « ce n'est pas ma signature ». Ah non, monsieur, ce n'est pas suffisant. Donc, si ce n'est pas votre signature, vous présentez une demande de faux. Donc, présentez une demande au juge. Comment le prouver ? Pardon ? Comment il va prouver ? Alors justement, parce que si c'est pendant une procédure civile, si c'est pendant une procédure de licenciement, donc s'il vient dire au juge, parce que pendant l'instance, attention, le contrat produit porte une signature, ce n'est pas la mienne. Oui. Le juge va dire, c'est pas suffisant. Tant que vous n'avez pas, si c'est pas la vôtre, c'est pas verbalement que vous devez le dire. Vous intégrez ou bien vous présentez une demande de faux, ce qu'on appelle le faux incident, zor al-far'i. Donc son avocat présente une demande. Attention, l'employeur a présenté un contrat qui comporte une signature qui prétend être celle de mon client. Je vous demande d'ouvrir une procédure de faux. Alors le faux, c'est quoi ? C'est une procédure qui s'ouvre à la demande de l'intéressé et qui est transférée à la police judiciaire. Oui, c'est ça, la police scientifique, qui dépend de la police judiciaire. Et ce sont des experts en graphologie qui peuvent faire ressortir que c'est bel et bien sa signature. Et si c'est sa signature, c'est très grave pour lui. Donc ce sont des gens qui doivent réfléchir 1000 fois. Donc si c'est sa signature, ce n'est pas d'un revers de manche qui va dire écoutez, ce n'est pas la mienne, puis c'est tout. Donc il y a une procédure. D'abord, il faut le déclarer de façon claire, il faut ouvrir une procédure. C'est-à-dire que c'est comme si on le mettait au défi. Donc si ce n'est pas la vôtre et vous en êtes sûr, provoquez une enquête chez la police judiciaire et on verra. Je ne pense pas qu'il le fasse s'il sait que c'est la sienne. Donc après, on n'a plus le rôle du pharmacien, on a le rôle du policier. Là, c'est pas vous. Non, ça se fait pendant l'instant judiciaire. C'est devant le juge que ça se passe. Monsieur dit, c'est le contrat, c'est la signature du salarié. Moi, je suis employeur. Le salarié dit, c'est pas ma signature. Donc, il y a une autre procédure qui est Voilà. Le juge lui dit, si vous reniez votre signature, il ne suffit pas de me le dire. Présentez une demande pour que le dossier soit transmis à la police. Maintenant, on verra s'il franchit le pas. On arrête la procédure le temps que la police fasse son travail. Tout à fait. OK. Merci à vous. Merci tout le monde. Au revoir.